Alors, toutes les personnes qui sont présentes ici savent que le cours que je fais à 20h à Théophile Gautier, je l'ai déjà fait l'après-midi pour les adhérents de l'UTL dans les locaux de l'IUT. La façon dont les choses se sont passées cet après-midi me fait savoir que je ne pourrais pas tenir l'objectif qui était le mien encore ce matin, avant que je fasse aucun des deux cours, qui est à savoir terminer l'explication du premier chapitre de l'appendice et répondre ici en présentiel, comme on dit aujourd'hui, il y en a à qui cette expression ne plaît pas beaucoup, répondre aux questions assez nombreuses et toutes pertinentes, très intéressantes, qui m'ont été posées sur Internet, par courrier électronique. Alors, je sais que je n'y arriverai pas, enfin, je ne pense pas pouvoir y arriver. Donc, je vais terminer quand même l'explication de ce premier chapitre afin que nous puissions, à la rentrée des vacances de janvier, de décembre, des vacances de Noël, que nous puissions entreprendre l'explication du très, très important deuxième chapitre. Deuxième chapitre, d'ailleurs, dont l'explication contiendra l'explication d'un mot qui est dans le premier, à savoir le mot adéquatement. Voilà. Cette idée d'adéquation qui est absolument centrale dans tout le spinozisme et qui se trouve déjà dans le texte du premier chapitre, ne pourra être expliquée que dans le commentaire du second. Donc, afin que nous puissions commencer l'explication du deuxième chapitre à la rentrée de janvier, je vais terminer aujourd'hui l'explication donc du premier. Mon inspecteur me disait, quand j'étais professeur dans l'enseignement secondaire, il me disait « les élèves aiment bien que quand les vacances arrivent, quelque chose se termine ». Voilà, donc je pense que je devrais être capable aujourd'hui de terminer l'explication du premier chapitre. Ensuite, vous pourrez consulter sur le blog, je l'y mettrai le plus tôt possible, dans les jours qui viennent, je vais mettre les réponses aux questions qui m'ont été posées. Ces questions, elles portent principalement sur deux aspects. Ces questions, elles portent sur deux aspects. Le premier, c'est la notion même de conatus, dont je comprends qu'elle n'ait pas, jusqu'à présent, reçu toute la clarification requise. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, des précisions sur le concept spinoziste de conatus. Et le deuxième aspect, alors là, il est parfaitement normal, enfin, il ne pouvait pas en être autrement, porte sur le texte d'Alain Finkielkraut que j'ai lu la dernière fois. Il était presque impossible, sauf à avoir déjà une assez bonne connaissance du spinozisme et avoir bien réfléchi sur le texte de Finkielkraut, ce qui n'a été possible quand je l'ai mis sur le blog, puisque maintenant il est sur le blog, il était presque impossible que vous aperceviez du premier coup d'œil ce qu'il y a d'anti-spinoziste dans l'extrait de La sagesse de l'amour que j'ai lu. Donc je reviendrai sur cette question et j'essaierai d'expliquer pourquoi c'est un texte anti-spinoziste, parce qu'il était pratiquement inéluctable que ce diagnostic que j'ai fait, ou cette observation que j'ai faite sur le texte de Finkielkraut échappe à la plupart d'entre vous. Donc j'essaierai d'expliquer ce qu'il en est. Ensuite, à la rentrée des vacances de Noël, nous pourrons éventuellement, si vous le souhaitez, revenir sur les questions qui avaient été posées, les réponses que je donnerai sur le blog. Nous pourrons en discuter si vous le souhaitez. Alors, je l'avais dit, il s'agit maintenant d'achever l'explication du premier chapitre. Je vais le relire en marquant l'endroit où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire en marquant l'endroit où commence dans ce premier chapitre le passage que je n'ai pas du tout expliqué. Et en fait, sur mes notes, ce premier chapitre tient en 4 lignes, et force est de constater que nous n'avons expliqué qu'une. Depuis la rentrée, nous avons expliqué une ligne sur les 4 de ce premier chapitre. Je le relis. Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, suivent de la nécessité de notre nature. C'est là que je m'étais arrêté. Je ne suis pas allé plus loin, en réalité. De sorte qu'on peut les comprendre, nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, de sorte qu'on peut les comprendre, ou bien par cette seule nature, notre nature, comme par leur cause prochaine, ou bien les comprendre en tant que nous sommes une partie de la nature,
partie qui ne peut être conçue adéquatement par elle-même, abstraction faite des autres individus dont cette nature est constituée. Alors cet adverbe adéquatement, je l'ai dit, il ne recevra d'explication, et cette explication est hautement nécessaire, absolument indispensable, qu'au moment où nous nous intéresserons au deuxième chapitre, après les vacances de Noël. Alors, essayons de revenir un peu à l'essentiel. Le désir a été caractérisé comme effort. Effort, c'est conatus. Conatus, donc concept, on va dire, de base, concept fondamental de toute, d'une part, de toute l'éthique spinoziste, au sens auquel renvoie le titre du livre, mais aussi de tout ce qui fonde cette éthique, concept central pour le conatus, de l'ontologie, c'est-à-dire de la théorie spinoziste de l'être, ou de la théologie, c'est aussi une théologie, de la métaphysique spinoziste. D'où la nécessité, et c'est ce que j'ai essayé de faire, de m'arrêter assez longuement sur ce concept de conatus. Alors, il est dit que tous nos désirs suivent de la nécessité de notre nature. Tous nos désirs suivent de la nécessité de notre nature. Alors là, j'entre dans ce qui est la deuxième partie de cette explication du chapitre 1, à savoir la distinction entre ma nature et la nature. Alors, j'écris par commodité de convention le mot nature pris dans cette deuxième acception avec une majuscule, simplement afin de marquer graphiquement la différence entre deux significations qui évidemment sont distinctes et qu'il importe de ne pas confondre. Alors, ma nature, la nature. Il est dit que tous nos désirs suivent de la nécessité de notre nature. La nature d'une chose, ça nous l'avons dit, nous l'avons vu, c'est ce que cette chose est. Ce que désigne aussi le mot essence, si vous voulez, ce qui fait que cette chose est cette chose, et pas une autre que ce qu'elle est. Donc la nature d'une chose, son essence, ce que cette chose est. Alors ça, je l'avais dit, toute réalité a une essence, toute réalité possède une essence. En donnant la définition de l'essence, en disant que l'essence d'une chose, c'est ce que cette chose est, je n'ai évidemment pas épuisé, je n'ai peut-être même d'ailleurs même pas commencé d'affronter les difficultés, les problèmes, peut-être même quelquefois les obscurités que comporte la notion spinoziste d'essence. Mais je pense que nous pouvons pour l'instant nous contenter de cette façon de caractériser l'essence, qui est assez claire, ce qu'une chose est. Il faut simplement établir une distinction, et surtout il faut faire une précision. Évidemment, si je demande ce que nous sommes ici, vous et moi, dans cette salle, nous pouvons répondre que nous sommes des humains. Bon, il n'est plus aujourd'hui aussi bien toléré qu'autrefois de dire que nous sommes des hommes, pour des raisons qui n'échappent à personne. Donc je dirais nous sommes des humains. Et en tant que nous sommes humains, nous participons, c'est le terme qu'utilisent les philosophes, d'une essence commune qui est l'essence humaine, qui est la nature humaine. C'est-à-dire que nous avons tous une nature d'êtres humains. En quoi consiste cette nature? Qu'est-ce qui fait que vous et moi sommes des êtres humains? Ça, c'est une grande question, c'est certainement une question des plus anciennes qu'on ait pu se poser en philosophie, mais c'est vrai que nous partageons une nature humaine, une essence humaine. Si vous voulez, une forme commune. Et ça, c'est une manière de comprendre l'essence. Mais il en est une autre qui est peut-être plus précisément, sans doute d'ailleurs beaucoup plus précisément spinoziste, parce que Spinoza ne nie pas du tout qu'il y ait quelque chose de commun, il l'affirme même qu'il y a quelque chose de commun entre tous les humains, qui fait qu'ils sont humains, de même qu'il y a quelque chose de commun entre toutes les chaises qui fait qu'elles sont des chaises et pas des fauteuils ou pas des tabourets ou des strapontins. Mais il est clair qu'avec cette façon de caractériser l'essence, on prend deux risques. Le premier, c'est d'oublier d'abord qu'une chose
a une essence qui n'est pas simplement l'essence du genre auquel elle appartient, essence à laquelle participent tous les individus appartenant à ce genre, tombant sous ce genre. L'essence n'est pas seulement l'essence commune à tous, si vous voulez, cette manière abstraite de les caractériser tous par ce qu'ils ont en commun, parce que chaque chose a une essence singulière, une essence individuelle qui est la sienne et qui ne tient pas simplement à ce qu'elle a de commun, cette essence, avec tous les êtres qui vont tomber, par exemple, sous la même dénomination, sous le même nom. Voilà, nous nous appelons tous humains ici, parce que nous partageons cette essence commune, mais l'essence dont nous parle Spinoza quand il écrit le mot, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a de commun entre diverses réalités, entre les chaises qui fait qu'elles sont toutes des chaises, ou entre les humains qui fait que ce sont tous des humains. C'est beaucoup plus que cela. Il y a une essence individuelle. Chaque chose individuelle possède une essence, ou plutôt est une essence. C'est beaucoup plus, je crois, correct de dire qu'elle est son essence, plutôt de dire qu'elle a une essence. Elle est une essence qui est particulière et même singulière, ce qui fait que si par exemple il y a, ça c'est un terme spinoziste que je vais utiliser, s'il y a commune à tous les humains une nature qui tient à leur complexion, j'utilise un terme que Spinoza affectionne, on pourrait dire constitution. Nous sommes tous ici constitués comme êtres humains. Il y a aussi une complexion ou une constitution individuelle, singulière, qui est celle de chacune et chacun d'entre nous, en tant que cette chacune et ce chacun se distinguent de toutes et de tous les autres individus qui sont dans cette salle. Et pour ça, nous avons un terme spécialisé, qui n'est pas d'ailleurs spécialement un terme philosophique, mais il existe un terme pour dire la complexion, la constitution d'un être individuel, particulier, singulier même, en tant que cet être est singulier, et se singularise par son individualité propre. Alors, j'aurais fait le coup cet après-midi à l'autre groupe, j'aurais dit, allez, pour une fois, ça n'arrive jamais, parce que vous n'êtes pas une classe de lycée, donc je ne vous traite jamais comme une classe de lycée, mais là je pourrais vous traiter comme une classe de lycée. Qui peut me dire quel est ce mot qui désigne la façon individuelle de caractériser la recette particulière à partir de laquelle chacun d'entre nous est constitué? Alors, je vais le dire, parce que je sais que même ceux qui le savent ne le diront pas, certains parce qu'ils s'interdisent de le dire, parce qu'évidemment ils le savent, donc ils se disent, je vais laisser les autres. Je vais vous le dire, ce terme, qui est un terme un peu savant, c'est le terme idiosyncrasie. Terme très savant, enfin peu habituel en français, mais qui est très facile à comprendre à partir de l'étymologie. Parce que idios, en grec, ça veut dire particulier. Ça veut dire particulier. L'idiot, c'est celui qui est enfermé dans sa particularité. Ça peut être la particularité de son individualité, de la personne qu'il est. Ça peut être la particularité, peut-être, par exemple, je ne sais pas, d'un lieu, d'une époque. Il est idiot, ça veut dire qu'il n'accède pas à la dimension de l'universel. Ça veut dire que vous ne pourrez pas communiquer avec lui en échangeant des idées dont vous estimez qu'elles devraient être partagées, pas des convictions, mais au moins des idées, des notions, des concepts, des termes, dont vous estimez qu'ils devraient être partagés à peu près par tout le monde. Ben non, pas par lui, parce que lui, il est, on va dire, tout seul dans son coin à lui particulier, idios. Sun, ça veut dire ensemble, en grec. Synthèse, symbiose, etc., ça veut dire ensemble. Et puis, krasis, c'est le mélange. C'est le mélange. Eh bien, l'idiosyncrasie, c'est la manière dont est réalisé un certain mélange de caractéristiques, de propriétés, de qualités, telles que, posées ensemble, ces propriétés et ces qualités, eh bien, constituent la nature particulière d'un être. Voilà, son idiosyncrasie. Vous avez appris le sens d'un terme savant, que vous devriez pouvoir recaser ce mot-là dans les repas de Noël. On verra que vous ne fréquentez pas les cours de philosophie de l'UTL pour rien. Idiosyncrasie. Bon. Alors, j'avais lu quelque part un moyen de paraître très intelligent, qui est de placer ce mot dans une conversation en hésitant, en trébuchant, en bégayant un peu sur tous les mots,
mais à condition de débiter celui-ci sans hésitation aucune. Alors là, vous êtes sûr de passer pour extrêmement savant. Alors, l'essence, mon essence propre, puisque Spinoza parle d'essence propre, mon essence propre, c'est mon idiosyncrasie. Je n'en ai pas dit assez, je n'ai pas été assez complet, assez précis pour caractériser la notion spinoziste d'essence, mais ici, il ne faut pas en dire plus, ça suffit pour comprendre, je pense, ce que signifie le mot d'essence sous la plume de Spinoza. Eh bien, si nous nous contentions de penser derrière le mot essence, je dirais, cette forme générale qui est commune à tous les êtres appartenant à un même genre, nous risquerions de manquer peut-être l'essentiel du concept spinoziste d'essence, à savoir que ce concept s'applique à des individualités particulières, à des singularités, à des êtres qui sont uniques, si vous voulez. Mais nous courrions aussi un autre risque, nous nous exposerions à un autre danger, à savoir de faire de l'essence quelque chose, un quid, qui aurait une existence, ou plutôt qui aurait une réalité, on va dire, séparée, distincte de l'être, de la réalité de l'être, dont cette essence est l'essence. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a toute une tradition philosophique qui remonte, on va dire, à Platon. Il y a toute une tradition philosophique qui remonte à Platon et qui en fait, repose sur, en généralisant, sans doute en simplifiant, qui repose sur l'idée que les essences sont des réalités, appartiennent à un ordre de réalité, séparés, indépendants, autonomes au moins, un ordre de réalité qui a sa consistance propre et qui est un ordre de réalité distinct de l'ordre des existences. Il y a des choses qui existent, il y a ces chaises, ces tables, vous, moi, la lumière qui nous éclaire, il y a des existants, il y a des existants qui ont une réalité d'un certain ordre, et les essences de ces existants qui auraient une réalité d'un autre ordre. Alors, la difficulté, bien sûr, devant laquelle nous place cette séparation, c'est évidemment de penser le rapport entre ces deux ordres de réalité, la réalité des existences et la réalité des essences. Parce que nous savons bien, par exemple, que une essence peut très bien se trouver définie, se trouver caractérisée de façon parfaitement précise, indépendamment de toute existence. C'est vrai déjà des objets mathématiques, parce que les objets mathématiques, nous les définissons, nous en produisons l'essence, nous savons ce que c'est, par exemple, nous savons par exemple ce que c'est que, je sais pas, un ensemble infini. Il y a plusieurs types d'infini pour les ensembles, il y a plusieurs types d'ensembles infinis, mais nous savons ce que c'est qu'un ensemble infini, mais ça n'a pas d'existence, ça n'existe pas, au sens où vous ne pouvez pas dire de l'ensemble n des entiers naturels ou de l'ensemble r des nombres réels, et peut-être encore moins de l'ensemble c des nombres complexes, qu'ils existent comme existe le stylo que je tiens dans la main. Et pourtant, on peut caractériser l'essence de l'ensemble n, de l'ensemble r ou de l'ensemble c, des nombres complexes. On peut caractériser ces essences, c'est-à-dire qu'on peut définir ces ensembles. On sait ce qu'on pense quand on pense ça. Bon. Mais cela veut dire que pour les objets mathématiques, les choses se présentent de façon assez simple, parce que finalement, ils n'ont pas d'existence. Ils n'ont pas d'existence au sens que nous donnons traditionnellement à ce mot. Mais pour les objets qui ont une existence, nous savons bien que quelque chose fait que ce stylo est un stylo, et pas, par exemple, un porte-plume, ou pas, par exemple, un crayon. C'est même un stylo feutre, et le stylo feutre a une essence qui n'est pas celle du stylo bille, et qui n'est pas celle du stylo plume. Et évidemment, la tentation est forte, puisque nous pouvons définir l'essence du stylo feutre, l'essence du stylo bille, et l'essence du stylo plume. La tentation est forte de conférer à ces essences une réalité à elles, distincte de la réalité des existants qui participent de ces essences. Et je le répète, une essence peut n'avoir aucune correspondance dans l'existence, elle peut n'avoir aucun correspondant dans l'existant. Par exemple, c'est l'exemple que prend Alain, dans un petit livre d'ailleurs dont je vous recommande la lecture, son Spinoza. Alain est l'auteur d'un Spinoza, qui est un très bon livre sur Spinoza.
qui n'est pas tout à fait une introduction, parce qu'il vaut mieux être déjà un petit peu familier de Spinoza pour lire le Spinoza d'Alain, mais qui est quand même accessible. Et Alain prend cet exemple d'une machine ingénieuse. Il dit une machine ingénieuse qui aurait été conçue par un artisan, dont l'artisan d'un ingénieur, dont l'ingénieur ou l'artisan aurait posé des plans, il aurait parfaitement les plans de la machine, il saurait comment elle fonctionne, mais il ne la réaliserait pas, il ne la construirait pas, elle n'aurait pas d'existence, ce qui veut dire qu'elle ne pourrait pas être utilisée, elle ne pourrait pas vieillir, mais elle aurait une essence à elle parfaitement définie. L'idée de poser un monde d'essence indépendant des existences, donc des existants, des êtres existants, dont ces essences sont les essences, au fond, c'est une tentation qui a défini tout un univers de la pensée philosophique qui commence, on peut dire à peu près avec Platon, mais sans doute en fait un peu avant déjà, mais qui commence vraiment avec Platon et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui dans toute une direction qui a toujours sa vitalité. Discuter avec un mathématicien de profession, un mathématicien qui fait des mathématiques, un scientifique, eh bien, très souvent, les mathématiciens sont essentialistes au sens où ils sont persuadés de travailler, eux, contrairement aux physiciens qui travaillent dans le monde, lui, de la matière, qui travaillent dans le monde des choses matérielles, des corps, ou des rayonnements, ou des champs. Eh bien, le mathématicien, il est convaincu de travailler dans un monde qui est un monde de pures essences, d'essences qui sont seulement des essences, qui peuvent avoir d'ailleurs, ces essences, un certain rapport au monde existant, puisqu'après tout, il y a des existants, il y a des choses existantes, qui semblent bien quand même être rattachées à certaines essences. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait un rond. Ce rond que vous faites dans l'eau est bien quelque chose comme une manière de faire exister l'essence du cercle. Mais on sait bien que le rond que vous faites dans l'eau ne sera jamais exactement conforme à l'essence du cercle. Eh bien, cette idée que quelque chose comme des essences, des formes idéales, formes purement abstraites, c'est-à-dire intelligibles, qui datent de Platon, cette idée que puisse exister quelque chose de ce genre est une idée qui est aussi opposée que possible à la conception que Spinoza se fait des choses. Il n'existe pas d'essence séparée, et je ne suis pas, moi, humain, par exemple, parce que je recevrai quelque chose, parce que je recevrai comme une part de ce quelque chose qu'est l'essence humaine, qui se déposerait en moi, qui vivrait en moi, ou qui se manifesterait, qui s'exprimerait en moi, une essence à laquelle, je répète, c'est le terme traditionnel chez les philosophes, à laquelle je participerais. Voilà. Ça, c'est aussi anti-spinoziste que possible. Une essence est toujours l'essence de cette chose, inséparable de cette chose, comme le dit Spinoza, ce sans quoi la chose ne peut être pensée, et ce qui, sans la chose, ne peut être pensé. Et donc, il y a, si vous voulez, réciprocité parfaite de l'essence et de l'existence. Il y a réciprocité, alors oui, de l'essence et de l'existence, dans la mesure où l'essence renvoie toujours, et c'est lié à la remarque précédente que je faisais, à une identité, à une entité qui est particulière, qui est singulière. Voilà ce que c'est donc cette essence, mais nous n'avons pas encore tout dit. Ce que nous avons vu, ça nous le savons depuis la première définition des affects qui se trouve à la fin de la troisième partie de l'éthique. J'avais lu cette définition, je la relis. Définition du désir. Le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme. Ce qui veut dire que bien sûr, vous ne pouvez pas être humain sans désirer. C'est-à-dire que si vous êtes humain, vous êtes condamné au désir. Voilà. Ça fait partie du lot de l'humanité. Le désir est l'essence même de l'homme, cela veut dire que vous êtes nécessairement désirant dès que vous êtes humain. Mais ça veut dire plus. Ça veut dire plus. Parce que Spinoza ne se contente pas de dire que de l'essence de l'homme va découler, entre autres choses, parmi d'autres propriétés, ce fait qu'un humain désirera toujours. Il dit plus dans cette formule, et on va voir ce qu'il dit. On va voir pourquoi il dit davantage que simplement ce constat, qu'on aurait pu faire d'ailleurs de façon assez banale, sans lire l'éthique, à savoir qu'on ne connaît guère d'être humain qui ne soit habité, traversé, quelquefois même obsédé par
des désirs, quels qu'ils soient. Spinoza dit davantage. Parce que cette idée de nature, on le voit ici dans le texte, est immédiatement considérée sous deux points de vue, sous deux aspects, et finalement en deux significations, en deux acceptions. Ces deux significations sont notre nature et la nature dont nous sommes une partie. Donc il y a ma nature, il y a la nature, celle que j'ai écrite avec une majuscule, le mot je l'ai écrit avec une majuscule. De cette nature, nous sommes une partie. On pourrait dire que notre nature est une partie de la nature de la nature, parce que la nature aussi a son essence. Cette grande nature, je rappelle, c'est ce Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire Dieu autrement dit la nature. Cette nature, cette grande nature dont nous sommes une partie, elle a sa nature à elle aussi, en ce sens, elle a son essence. Donc ces deux mots vont se recouvrir, leurs significations vont se télescoper d'une façon qu'il va falloir préciser. Alors, on verra aussi que cette dualité de signification introduit une certaine obscurité dans le chapitre. J'avais d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, terminé là-dessus. Il faut être très attentif au fait que la distinction de ces deux significations, ma nature, la nature, donc nature se dit en deux sens, nature se dit dans deux significations bien distinctes, cette distinction de signification, elle est introduite à partir de deux façons de comprendre nos désirs. Je relis rapidement ce passage. Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, suivent de la nécessité de notre nature, de sorte qu'on peut les comprendre ou bien. Il y a une première manière de les comprendre, par cette seule nature, qui est la nôtre, notre nature. On peut les comprendre d'abord par cette seule nature, comme par leur cause prochaine, ou bien on peut aussi les comprendre en tant que nous sommes une partie de la nature, partie dont nous sommes une partie de la nature, dont nous sommes une partie à côté d'autres individus. Donc nous avons là affaire à deux significations qui sont ici présentées par Spinoza à partir de deux manières de comprendre nos désirs. Deux manières de comprendre nos désirs. Il ne dit pas d'ailleurs qu'il y a deux sortes de désirs. Il ne dit pas qu'il y a deux sortes de désirs. Il y a des désirs qui viennent de ma nature, de ma propre nature, et qui peuvent être compris à partir de cette nature, par cette nature, comme leur cause prochaine, et qu'il y a d'autres désirs différents qui seraient des désirs qui, eux, seraient compréhensibles à partir de la nature. Non, il dit tous nos désirs, c'est-à-dire nos efforts, peuvent être compris ou bien du point de vue de ma nature propre, ou bien du point de vue de la nature, du Dieu nature. On peut dire aussi le Dieu substance, la nature substance, tout ça c'est équivalent. Bon, alors il faut commencer par le premier point, notre nature. Notre nature. Et bien sûr, quand je dis notre nature, il faut comprendre, c'est pareil, c'est notre essence. Puisque les mots ici sont en fait interchangeables. Notre nature, et notre nature, donc, là, je mets entre guillemets l'expression qu'utilise Spinoza, c'est notre essence. Et c'est bien sûr le premier sens, la première signification du mot nature. Alors, un désir quelconque que je forme, n'importe quel désir, quel qu'il soit, peut être compris à partir de ma seule nature, mon essence, comme par sa cause prochaine. L'expression est celle-ci. Tous nos efforts et nos désirs suivent de la nécessité de notre nature, de sorte qu'on peut les comprendre, dans le premier cas, par cette seule nature, comme par leur cause prochaine. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? On peut les comprendre par cette seule nature, comme par leur cause prochaine, ça renvoie au verbe suivre, qui était au tout début de la phrase. Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, suivent de la nécessité de notre nature. Suivre, c'est le verbe latin sequor. Sequor, ça veut dire deux choses, comme en français d'ailleurs. Sequor, ça veut dire suivre au sens, tout simplement, où l'on suit quelqu'un dans la rue, au sens où l'on suit une piste. Mais ça veut dire aussi suivre d'eux
au sens de découler d'eux, au sens de venir d'eux, provenir d'eux, procéder d'eux. D'où le verbe français s'ensuivre. S'ensuivre. Cela s'ensuit, il s'ensuit que. Ça veut dire que ce qui s'ensuit est l'effet d'une cause dont s'ensuivent différents effets, dont celui-ci. D'où la faute de plus en plus fréquente en français qui consiste à dire il s'est ensuivi. Voilà. Alors ça, c'est une faute qu'on entend de plus en plus à la radio. Il s'est ensuivi. Non, il s'en est suivi ceci, mais il s'ensuit ceci, mais il ne s'est pas ensuivi. Ça, c'est le verbe en suivre, sous cette forme-là, ça n'existe pas. Peu importe, c'était une parenthèse. Suivre d'eux, c'est procéder d'eux. Procéder d'eux, ça veut dire qu'il y a un processus qui est un processus causal. Il y a une cause qui engendre un effet. On peut d'ailleurs parler de processus causal, de cause à effet. On peut aussi parler de processus consécutif, mais plus au sens causal ordinaire, au sens où, par exemple, les coups de soleil que vous avez sur la peau suivent de la durée d'une certaine exposition au soleil. On peut entendre aussi bien, d'ailleurs, dans ce séquor, dans ce suivre, une consécution logique. Si j'ai affaire à un triangle, c'est-à-dire une figure à 3 angles, il s'ensuit, mais pas sur le mode de la causalité de l'exposition au soleil au coup de soleil, sur le mode purement logique, purement rationnel, il s'ensuit que si j'ai affaire à un triangle, il s'ensuit que j'ai affaire à une figure qui a 3 côtés. Voilà. Parce qu'un triangle ne peut avoir que 3 côtés, a nécessairement 3 côtés. Donc, dans l'idée de suivre d'eux, vous avez une idée qui est à la fois, je dirais, physique, une idée de causalité physique, une idée de production d'un effet par une cause, et vous avez une idée d'engendrement d'une conséquence par quelque chose qui en est le principe, comme dans une déduction mathématique, par exemple. Vous savez bien, par exemple, que dans une déduction mathématique, dans une démonstration mathématique, les propositions initiales ne portent pas la conséquence à la manière dont l'exposition au soleil porte la douleur que vous avez quand vous avez des coups de soleil. Vous avez affaire à un rapport logique, rationnel, tandis que dans le premier cas, vous avez affaire à un rapport qu'on pourrait dire physique, et même dans l'occurrence là, biologique, puisque le processus des coups de soleil, c'est un processus évidemment qui relève de la biologie de la peau. Mais le verbe séquor veut dire les deux chez Spinoza. Et non seulement il veut dire les deux, mais il veut dire que c'est bien comme ça qu'est structuré le réel, justement. Le réel est structuré sur un mode qui est exactement le mode de la consécution rationnelle, des conséquences rationnelles, et pas seulement sur le mode de la causalité physique. Ah, bien sûr, pour nous, le monde physique est un monde dans lequel tout s'enchaîne selon des causes physiques. L'exposition au soleil provoque des coups de soleil, l'échauffement d'un corps métallique va provoquer sa dilatation, de la même façon, par exemple, que si vous plongez dans la baignoire, ça va faire monter l'eau de la baignoire, tout ça c'est de la physique. Oui, mais ce que vous dit Spinoza, mais ça ne s'éclairera que beaucoup plus tard, c'est qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction dans la réalité entre les deux manières dont peuvent s'agencer ce genre de succession, si vous voulez, de genre, de façon de s'en suivre. Au fond, la réalité, aucun philosophe plus que Spinoza, aucun philosophe davantage que Spinoza n'est, si vous voulez, convaincu que la réalité est rationnelle, c'est-à-dire compréhensible, intégralement compréhensible par la raison. Ce n'est pas un acte de foi, ce n'est pas une profession de foi arbitraire qui ne serait fondée sur rien, c'est toute une représentation de la réalité, à la fois physique et mentale, qui ne peut être justifiée, disons, que sur des bases que pour l'instant nous n'avons pas. Donc ça, j'y reviendrai. Et enfin, je crois qu'on peut dire, je ne serai pas le premier à le dire, que le spinozisme est la philosophie, je dirais, qui présente l'exemple le plus exigeant, le plus ambitieux aussi, pour cela peut-être le plus suspect d'ailleurs, de rationalisme. Alors je ferme ce qui était un peu une parenthèse, et je reviens à notre désir et à notre essence. Alors, la cause est ce dont l'effet s'ensuit, ce dont l'effet suit, selon le terme spinoziste, comme de sa cause prochaine.
mes désirs suivent de mon essence comme un effet suit de sa cause prochaine, c'est-à-dire la plus proche. Prochaine, ça veut dire ici la plus proche, immédiate, directe. Les désirs sont les effets immédiats et directs de l'essence que je suis. Et d'ailleurs, je l'avais dit la dernière fois, au fond, il n'y a pas lieu de faire de différence réelle entre mon essence, mon désir et mon faire. Puisque le désir, c'est ce qui va déterminer une essence à faire quelque chose. Mais cette détermination n'est pas successive. Ce n'est pas je suis ça et ensuite je désire. Et enfin, compte tenu de ce désir, je vais me décider à faire quelque chose. Non, c'est que être ceci, désirer et faire sont une seule et même chose. Là encore, ce sont des propositions assez contre-intuitives, assez étrangères à notre expérience vécue du désir, puisque la plupart du temps, nous vivons sur l'idée que, compte tenu de ce que nous sommes, nous pouvons désirer ceci ou cela, ceci ou autre chose que ceci, et ensuite, compte tenu de ce que nous désirons, nous pouvons, par exemple, faire ce que nous désirons ou ne pas faire ce que nous désirons. Et précisément, la conception spinoziste du désir va consister à montrer que tout ça ne fait qu'un, et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant, et ça n'est pas un petit travail. Alors, il faut ici aller plus loin dans ce que signifie mon essence, notre essence, quand cette essence est caractérisée comme ce qui va déterminer mon désir. Qu'est-ce que c'est que mon essence? Eh bien, voici ce que dit Spinoza à la 7e proposition de la 3e partie. Là, vous avez presque une définition de l'essence, et peut-être mon presque est-il de trop. Je cite, 7e proposition de la 3e partie. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. Et dans la démonstration de la 33e proposition de la 4e partie, on va trouver cette formule. Donc je répète la précédente. 3e partie, proposition 7. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, ce qu'on a tous, évidemment, n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. 4e partie, proposition 33, démonstration, on trouve cette expression, je l'écris en latin parce que c'est presque transparent, mais enfin je vais quand même traduire, rassurez-vous. Potentia hoc est natura. Ce qui veut dire la puissance, c'est-à-dire la nature. La puissance, la puissance est la nature. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une autre manière, on pourrait dire encore, la puissance, autrement dit la nature. Nature, puissance, sont deux entités réciprocables. La nature, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire la nature. Alors, qu'est-ce que tout ceci signifie? Ça veut dire que ce qui fait que je suis ce qui fait que je suis ce que je suis, eh bien, c'est ma puissance. C'est ma puissance qui me fait être ce que je suis. Mon essence, c'est ce par quoi je suis puissant. Et comme cela vient d'être caractérisé comme le désir même, puisque l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. N'oublions pas que Spinoza a écrit en tête du chapitre 1 « Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs. Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs. » Donc nous pouvons, puisque Spinoza a écrit « Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs », nous pouvons transformer la proposition 7 de la 3e partie, qui dit « L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose », nous pouvons traduire « Le désir
n'est rien d'autre que l'essence actuelle de la chose désirante. Alors, ça paraît extrêmement étrange, ça, et extrêmement, extraordinairement paradoxal. Parce que nous ne voyons pas vraiment comment nous pourrions rapporter le désir, l'effort que nous faisons pour persévérer dans notre être, à notre seule puissance. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'identifier ma nature à ce qui en moi est puissance? À ce qui en moi est puissance. Parce que, quand même, l'expérience existentielle que nous avons de ce que nous sommes, de notre nature, l'expérience existentielle que nous avons de notre nature, que nous avons de nos désirs, c'est précisément quasiment l'inverse, peut-être le contraire. L'expérience que nous avons, c'est l'expérience d'un désir qui très souvent, sans doute traduit notre puissance, mais qui tout aussi souvent, et peut-être encore plus souvent, traduit notre impuissance, traduit notre faiblesse. Il y a des désirs en moi qui traduisent ma faiblesse. Il y a des désirs que je forme qui sont plutôt des manifestations de ma faiblesse que de ma force. Par exemple, tout simplement, j'ai faim. Voilà, j'ai faim, c'est un désir, j'ai envie de manger. C'est plutôt vécu comme une situation, comme un état, une affection, comme disait Spinoza, nous avons vu, une affection de faiblesse. Pourquoi est-ce que je désire manger? Parce qu'il me manque quelque chose, parce que je n'ai rien dans l'estomac. Et précisément, ça se traduit par une sensation de faiblesse. Par une sensation de faiblesse. Je désire, alors je ne sais pas, moi, n'importe quel un objet que je n'ai pas en ma possession, peut-être parce que je n'ai pas l'argent de me le payer, une position que je n'occupe pas, parce que quelqu'un d'autre l'occupe à ma place. Je désire une personne, je forme pour une personne un désir sexuel. Bon, cette personne n'est peut-être pas accessible, elle ne consent peut-être pas à mon désir, et pour ces raisons, parce que je manque, parce que je suis en situation de faiblesse, je désire. C'est-à-dire que le désir, nous vivons très souvent, trop souvent, nous vivons le désir comme l'expression d'une situation de faiblesse. Et donc, s'entendre dire que notre désir est notre nature, en tant que cette nature est une puissance, c'est quelque chose, je répète, d'extraordinairement paradoxal. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Spinoza? Qu'est-ce que veut nous dire Spinoza? Alors, c'est ceci, que ce n'est certainement pas en tant que je suis faible, ce n'est certainement pas en tant que je manque, en tant qu'il y a du défaut, mais du défaut au sens où on dit être en défaut de quelque chose, ou par défaut. Ce n'est pas en tant que je manque, ce n'est pas en tant que je suis faible, ce n'est pas en tant que je suis en déficit de quelque chose que je désire. Non, 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 non. Ça, c'est la façon dont se traduit, je dirais, expérientiellement, dans l'ordre de l'expérience subjective, existentielle, c'est la façon dont se traduit le désir. Parce que ça, c'est incontestable. Très souvent, nous vivons le désir sur le mode du manque. Très souvent, le désir est subjectivement éprouvé, senti, vécu sur le mode douloureux de l'absence, du manque, du déficit, du défaut. Ça, c'est l'expérience le montre. Et il ne serait pas question pour Spinoza de nier cela. Bien sûr, Spinoza, c'est cela. Spinoza a dû avoir faim. Spinoza, nous le savons plus ou moins vaguement, nous le savons, a formé, par exemple, un désir sexuel apparemment bien documenté, bien attesté pour une certaine personne, la fille d'un professeur qui lui enseignait le latin en particulier. Il a été déçu dans ce désir. Spinoza a vécu, évidemment, le désir sous l'espèce du manque, comme nous tous, comme nous toutes, et à de nombreux moments de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit effort pour persévérer dans son être, désir, puissance, tout ça c'est la même chose. Eh bien, ce que va vous dire Spinoza, c'est ceci. C'est que mon désir, par exemple, de manger, mon désir de sortir, me promener, mon désir d'aller marcher en montagne, par exemple, d'aller grimper. Bon. Mon désir de m'asseoir au piano pour jouer. Mon désir sexuel pour telle ou telle personne n'exprime pas du tout ce qui nous manque, n'exprime pas du tout, ne traduit pas du tout, ne manifeste pas du tout ce que nous n'avons pas.
Parce que si j'ai rien dans l'estomac, j'ai faim. J'ai rien dans l'estomac, j'ai faim. Très bien, c'est sûr. Oui, mais rien dans l'estomac, qu'est-ce que c'est? Précisément, c'est rien. Ça voudrait dire qu'un rien, une absence, une négation, pourrait faire quelque chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas en tant que je n'ai rien dans l'estomac que j'ai faim. Parce que ça voudrait dire qu'une absence quelque part dans mon organisme va se traduire par quelque chose de réel, de positif, qui est la sensation bien réelle de faim. De la même façon que, bien sûr, quand je corrigeais mes copies comme professeur à mon bureau, à Toulouse, avec, depuis ma fenêtre, là, dans le cadre de ma fenêtre, les Pyrénées, bah, je disais, je serais mieux là-haut que devant mes copies. Bon, il y a les copies à corriger, mais j'aimerais bien être là-haut, là, sur les cimes, enneigées, etc. Bon, je désirais sortir, aller en montagne, je n'aurais pas pu faire ça que corriger mes copies. Et, évidemment, je ne pouvais pas vivre ça autrement que de la façon suivante. Si j'ai ce désir, c'est parce qu'il y a les Pyrénées là-bas et que moi, j'y suis pas et donc qu'elles me manquent. Mais non, vous dit Spinoza, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ce qui fait que vous désirez, c'est que vous avez en vous quelque chose, votre essence, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, eh bien, fait que vous avez en vous quelque chose qui vous pousse vers, par exemple, vous asseoir au piano pour jouer, vers manger, aller consommer de la nourriture, vers faire l'amour avec une personne, vers vous promener en montagne, quoi que ce soit d'autre. Ce qui peut déterminer le désir, ce n'est pas ce qui n'existe pas, ce qui n'a pas d'être, ce qui n'est rien. C'est ce qui est, qui existe et qui a véritablement un être, une réalité, à savoir votre puissance. Alors par exemple, votre puissance de manger. Qu'est-ce que ça veut dire la puissance de manger? Ça veut dire simplement ceci, que vous êtes fait pour manger. Enfin, vous êtes fait pour manger. Quelques centaines de millions d'années d'évolution, quelques milliards même d'années d'évolution de la nature, de la matière physique, puis de la matière vivante, ont fait de vous des êtres qui ne peuvent continuer d'être et persévérer dans l'être qu'en s'appropriant sur le mode de l'alimentation une partie du monde extérieur. Et donc, vous êtes ça, et ça vous rend apte à faire quelque chose qui est vous procurer de la nourriture, qui est de l'ingérer, qui est de la mâcher, qui est de la digérer, et qui est de l'assimiler pour en faire du muscle, des cellules cérébrales, des cellules sanguines, etc. Ça, c'est une puissance, ça, c'est ce que vous pouvez. Et c'est ça qui fait que vous désirez. C'est ça qui fait que vous désirez. Parce que le simple fait de n'avoir pas quelque chose ou de n'être pas quelque chose, ben, ça ne va pas vous faire désirer. Pas du tout. Le néant ne peut produire aucun effet. Il y a des tas d'endroits où je ne suis pas, quand je corrige, enfin, où je n'étais pas quand je corrigeais mes copies. Je n'étais pas sur la mer, par exemple. Je n'étais pas sur un terrain de golf. Je n'étais pas non plus, par exemple, au Mexique. Or, la navigation maritime, le golfe, le Mexique sont des activités hautement désirables, d'une certaine façon. Tout le monde vous le dira. Enfin, tous les gens qui sont allés sur la mer diront que c'est vachement bien d'aller sur la mer. Ils vous décriront les sensations de ceux qui ont navigué. Ceux qui sont allés au Mexique vous diront la beauté des paysages, la gentillesse, la richesse des Mexicains, de la culture mexicaine, la beauté, je ne sais pas, par exemple, de l'urbanisme, etc. Donc, il y a tout un tas de choses désirables là-dedans. Mais moi, je ne l'avais pas. Je le désirais pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que la puissance qui était ma nature ne me poussait pas par là. C'est tout. Parce que sinon, tout ce que nous n'avons pas se conclurait, se traduirait en désir. Or, le désir, le rien ne peut pas faire de désir. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite, cette délicieuse manière dont Mark Twain parlait du café. Le café est un truc qui fait dormir quand on n'en prend pas. C'est génial, ça. Voilà. Le café est un truc qui fait dormir quand on n'en prend pas. Alors, bon, c'est sur quoi repose le ressort, la vis comica, le ressort comique de cette blague. Simplement sur ceci, que c'est une manière de sous-entendre que un néant pourrait faire quelque chose. Non, la non-consommation de café, la non-présence de caféine dans mon corps ne peut pas me faire dormir. La caféine peut me faire des sauts de cartes sur mon lit pendant toute la nuit,
parce que la caféine c'est quelque chose, que c'est une molécule particulière qui va se combiner de telle façon avec mes neurotransmetteurs, et là, en effet, ça va donner des effets. Mais le désir ne peut pas procéder d'un néant, d'un rien, d'un manque, d'un déficit, d'un défaut, d'une faiblesse. Il procède toujours d'une puissance. Et l'essence, c'est cette puissance. Et alors, il faut bien faire attention à ceci. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. N'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. Ça, c'est très important, l'essence actuelle de cette chose. Donc, la potentia, c'est la natura, à condition que cette natura, ou essence, c'est pareil, soit actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous connaissez tous le sens qu'a le mot actuel dans le français le plus courant. Présent. Présent. Présent dans l'instant présent. C'est-à-dire donné. C'est pas pour rien que le mot présent est un mot qui désigne à la fois un temps, le temps en présence duquel nous sommes, et le cadeau. Le cadeau. Le temps présent, c'est ce qui nous est donné, c'est ce qui nous est offert. C'est tout ce que veut dire le carpe diem des épicuriens, qui vaut d'ailleurs aussi bien pour les stoïciens. Ça veut dire, rien ne vous est jamais donné que le présent, le temps présent. Le passé, enfui, parti, il n'est plus là. Rien, néant, néant. Alors je sais bien que le présent, le passé, on a du mal à croire que c'est un néant parce que quelquefois il pèse bien lourd le passé. Et quand même, pour un rien, il pèse lourd. C'est vrai, c'est vrai. Et ça peut très bien se comprendre. Mais enfin, le passé, vous ne l'avez plus, il ne vous est plus donné. C'est-à-dire que ce qui est fait est fait. Bon, pour le meilleur, une bonne chose de faite, et pour le pire. Bon, si j'avais pu faire autrement, bon. Le futur, vous ne l'avez pas plus, il ne vous est pas plus donné, ne serait-ce que parce que, par exemple, vous pouvez claquer d'une rupture d'anévrisme dans les 20 secondes qui viennent, et que par conséquent, le futur, bon, vous pouvez peut-être l'attendre, le souhaiter, etc., mais vous ne l'avez pas. Le présent, je répète, c'est pas pour rien que le même mot désigne l'instant de maintenant et ce qui est donné. Mais actuel, alors ça veut dire ça en effet. L'essence actuelle d'une chose, c'est l'essence de ce qu'est cette chose maintenant, à l'instant présent. Bon. Et c'est pour ça que je vais désirer à l'instant présent des choses que je ne désirais pas à l'instant d'avant et que je ne désirerai plus à l'instant d'après. Bon, un désir, en général, ça dure un peu plus qu'un instant, mais ça ne vit pas toujours très longtemps dans le temps. Mais l'essence actuelle, ça veut dire plus que présente. Si l'essence étant actuelle, elle est présente, elle est là, elle est donnée, ça veut dire qu'elle est, et c'est ça que veut dire actuelle dans le langage des philosophes, elle est en acte. Elle est en acte, cette essence. Et donc sa puissance est en acte. Une essence, c'est une essence actuelle, c'est-à-dire que c'est une puissance en acte. En acte, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire une puissance en acte? Ça veut dire une puissance qui s'exerce effectivement. Qui s'exerce effectivement. Et pas simplement comme une possibilité. Si vous voulez, lorsque Spinoza écrit Potentia Hoc Natura, la potentia dont il parle, la puissance dont il parle, la potentia n'est pas une potentia potentielle, la puissance n'est pas une puissance en puissance. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Alors j'explique, j'essaie d'expliquer. J'ai rien fait que ça toute ma vie, essayez d'expliquer. Après, bon. Alors, est-ce que j'y arrive ou pas, c'est autre chose. Prenons la Chine. C'est une puissance, la Chine. Pas d'objection? Ça va? Bon. La Chine est une puissance. Mais il y a deux manières d'entendre que c'est une puissance. Si je dis que la Chine est une puissance militaire, je dis qu'elle a une armée très nombreuse, sans doute bien entraînée, qu'elle a du matériel, qu'elle a une organisation, qu'elle a un commandement, qu'elle a des stratèges, des tacticiens, qu'elle a une expérience. Bref, ça veut dire qu'elle est en puissance capable de faire une guerre. Mais actuellement, elle ne fait pas la guerre. Il n'y a pas de guerre effective de la Chine contre tel ou tel pays. La Russie est effectivement en guerre. C'est une puissance, mais c'est une puissance dont la puissance militaire est utilisée effectivement. Mais restons à la Chine. La Chine est une puissance militaire au sens potentiel. Puisque pour l'instant, cette puissance militaire n'est pas utilisée, n'est pas employée, n'est pas mise en œuvre en acte. Mais si je dis que la Chine est une puissance, sans préciser qu'elle est une puissance militaire,
je peux dire aussi tout à fait autre chose. Et je dis tout à fait autre chose. Je parle de quelque chose qui n'est pas du tout potentiel, qui n'est pas du tout impossible, qui n'est pas du tout de l'éventuel, comme peut l'être une guerre, par exemple, entre la Chine et Taïwan. Et peut-être une guerre entre la Chine et non seulement Taïwan, mais d'autres pays, du fait justement de ce que ça pourrait engendrer. Non, si je dis que la Chine est une puissance, je dis que la Chine est une puissance dont la nature de Chine, dont l'essence de Chine, dont l'essence actuelle de Chine, s'exerce en acte par un certain nombre de faits, de choses qui sont des désirs de Chine, de la Chine, et d'actions. C'est-à-dire que, par exemple, elle implante des institutions économiques, des institutions sociales, politiques en divers pays du monde. Par exemple, on sait par exemple que la Chine est très active en Afrique aujourd'hui, mais pas seulement en Afrique d'ailleurs, mais elle est très active en Afrique. Eh bien, la puissance de la Chine est une puissance en acte, une puissance actuelle, parce qu'elle se manifeste effectivement, c'est une force effectivement agissante sur les plans économiques, social, culturel, sur le plan culturel, spirituel, ce qu'on appelle le soft power. Hein. Bon, mais le soft power, c'est pas du tout le soft power potentiel, comme on dit, par exemple, de celui-là, comme quand on dit, par exemple, d'un élève sur le bulletin, bon, gros potentiel. Gros potentiel, ben, ça veut dire pour l'instant, voilà, on devine le potentiel, on imagine le potentiel, enfin, on voit le potentiel, mais on ne voit pas ce que ce potentiel peut réaliser effectivement. C'est pour ça que c'est un compliment, gros potentiel, mais en même temps, c'est quand même aussi un jugement qui a, vous le savez bien, une signification négative. Si vous êtes parent d'élève, si vous avez été élève, gros potentiel, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Et donc, le mot puissance peut s'entendre en deux sens. Il peut s'entendre au sens de l'énergie potentielle non déployée effectivement, non utilisée effectivement. Ça, c'est l'eau qui est dans le barrage. C'est l'eau du lac de barrage. C'est l'énergie potentielle, en puissance. Elle est là, et il suffit d'ouvrir les vannes, l'eau descendra par les conduites forcées, elle ira faire tourner les turbines. Mais le mot puissance peut s'entendre en deux sens. Il peut s'entendre aussi dans le sens d'une puissance en acte, d'une puissance actuelle, d'une puissance effectivement exercée. Voilà. Et il y a une chose qu'il faut savoir, alors là c'est absolument, mais alors c'est une règle absolue de la lecture des textes spinozistes, quand vous tombez sur Potentia, c'est toujours une puissance actuelle. Toujours une puissance actuelle. Il y a un mot pour dire la puissance potentielle, par exemple dans le vocabulaire politique, c'est le mot potestas. Potestas, d'où vient le mot despote. Potestas, c'est une puissance, c'est la puissance du monarque, c'est la puissance de l'État, qui est une puissance, alors, qui certes peut s'exercer, et qui s'exerce d'ailleurs très souvent, mais qui peut aussi être considérée au point de vue de ce qu'elle ne fait pas, au point de vue de ce qu'elle est potentiellement. Alors, si vous voulez, c'est la différence entre un musicien, par exemple. On va prendre un exemple au hasard. Moi, citoyen d'honneur de la ville de Tarbes, David Frey. Bon, pianiste. Tout le monde connaît. Il est pianiste en puissance. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'instant même. Il est peut-être assis à son piano. Il passe beaucoup de temps à son piano. C'est un professionnel. Donc peut-être qu'il est assis à son piano. Et donc sa puissance, dans ce cas-là, elle est une puissance actuelle en acte. Mais il est évident que David Frey, comme Brendel, comme n'importe quel pianiste, comme Kissine ou autre, il reste pianiste quand il mange, quand il dort, quand il fait l'amour, quand il se promène en montagne, si ça lui arrive. Et ça veut dire que là, sa puissance est une puissance potentielle, une puissance non actualisée, mais ça a deux significations bien différentes. Or, quand Spinoza nous parle de potentia, c'est d'une potentia actuelle qu'il est question, et c'est ça une nature. Une essence, c'est une puissance. Une essence, c'est une puissance en acte. C'est une puissance qui s'exerce effectivement. Et donc, le désir est l'expression, la manifestation de cette puissance qui est la nature de l'être désirant, mais elle est la manifestation et l'exercice de ce qui en elle est positif au sens de réel. Pas la manifestation du manque. Je répète, un manque, ça n'est rien. Et en situation de manque, alors nous sommes tous en permanence en manque de tout un tas de choses. Mais si le manque se traduit par un désir,
effectivement, c'est quand je n'ai pas mangé que j'ai faim. Si le manque se traduit par un désir, c'est parce qu'il y a en nous quelque chose d'effectif, quelque chose de réel, quelque chose qui est là, effectivement, et qui est notre nature, qui est une puissance, qui traduit notre tendance à persévérer dans notre être. C'est ma tendance à persévérer dans mon être que je traduis si je suis pianiste en m'asseyant au piano, que je traduis en tant qu'humain si je me mets à manger quand j'ai faim, ou que je traduis en tant qu'individu pourvu d'idiosyncrasie alpinistique quand je sors de chez moi pour aller me promener en montagne. Voyez ? Et c'est ça qu'il est important de comprendre, et ce que signifie chez Spinoza, et pour Spinoza, un désir qui suit de notre nature, considérée comme sa cause prochaine. Voilà. Nos désirs peuvent être compris de cette façon-là. Ils peuvent être compris de cette façon-là. Ne comprenez pas, je le répète, qu'il y a des désirs qui sont de cet ordre, et qu'à côté, il y en aurait d'autres qui seraient d'un tout autre ordre. Non. Tous nos désirs peuvent être compris à ces deux points de vue, de notre nature et du suivant, dans lequel je vais arriver bientôt. Alors, on va prendre quand même encore quelques exemples. Revenons dans l'univers des mathématiques. Le triangle. Définition. Figure rectiligne à 3 angles. Figure rectiligne à 3 angles, c'est la définition. Eh bien, cette définition, qui est la nature du triangle, qui exprime la nature du triangle, de cette définition vont suivre un certain nombre de propriétés. Alors bien sûr, suivre pour le mathématicien sur le mode de la consécution logique, de la conséquence logique. Logiquement, si j'ai affaire à une figure rectiligne à 3 angles, il faut que cette figure rectiligne ait par exemple 3 côtés. Avoir 3 côtés, ce n'est pas la définition du triangle. C'est une propriété qui découle du fait que cette figure est rectiligne et à 3 angles. Parce que si vous êtes une figure rectiligne et que vous avez 3 angles, eh ben, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir 3 côtés. Et de cette définition suivent, toujours du verbe sequor, d'autres propriétés, comme par exemple le fait qu'au plus grand angle soit opposé le plus grand côté, comme le fait que la somme des angles, des 3 angles du triangle soit égale à 2 angles droits, et une infinité d'autres propriétés. Et qu'est-ce que fait le mathématicien ? Il suit ces enchaînements de consécution, il suit ces processus d'engendrement des causes, des effets par leurs causes. Et c'est pour ça que la nature du triangle est aussi une potentia. Elle est aussi une puissance. Ça, c'est pas banal non plus pour nous, c'est pas du tout intuitif, ça. Voilà encore un point sur lequel Spinoza nous paraît assez étrange, parce que un triangle, une puissance, triangle, ils sont bien là où ils sont, dans les bouquins de maths, ils dorment entre les pages, ils sont dans l'esprit des mathématiciens le temps qu'ils font des maths, mais enfin, c'est quand même des choses assez abstraites, les triangles. Ça pèse pas lourd, un triangle. Enfin bon, je parle du triangle mathématique, hein. Ah bien sûr, si vous avez une pierre triangulaire, parce que vous avez décidé de paver votre jardin d'un pas japonais avec des trucs triangulaires, ça oui, mais c'est pas un triangle, c'est pas le triangle mathématique, hein. Le triangle avec lequel vous pavez votre jardin, si c'est un triangle de granit, un triangle de calcaire, un triangle de schiste, d'ardoise, c'est pas le triangle des mathématiciens. Eh bien, le triangle des mathématiciens, il a aussi une puissance, et une puissance actuelle. C'est-à-dire qu'il produit ses propriétés. Le triangle des mathématiciens. On va dire, comment est-ce que quelque chose qui n'est finalement rien, qui n'a pas de réalité en fait, un triangle, ça n'a pas la réalité d'une pierre quand même, d'un caillou, d'un truc que je soulève et qui me coûte des efforts et qui va me laisser avec une sciatique par exemple. Jamais un mathématicien, les mathématiciens ils prennent quelques courbatures dans le cerveau peut-être pour manipuler très longtemps les concepts mathématiques, mais enfin, il n'y a rien de comparable. On va dire les objets mathématiques n'ont pas de réalité, mais s'ils ont une réalité, c'est ça. Et il y a un contemporain d'ailleurs de Spinoza qui s'appelle Malebranche, qui vous lançait le défi suivant. Il vous dit, Malebranche il écrit, il dit plusieurs fois, il dit, vous croyez que les objets mathématiques, les pures essences, vous croyez que les objets mathématiques, parce que ce sont des pures essences, n'ont pas de réalité. Et vous me dites que, par exemple, ce bureau, il a une réalité, parce que ça résiste. Voilà, si je le tape, je ne peux pas passer à travers,
ça résiste. Et si je veux le soulever, ça va résister aussi. Alors que les objets mathématiques, mais Malebranche vous dit, l'objet mathématique il résiste aussi. Et il dit, allez donc me trouver dans un cercle de rayons inégaux. Voilà. Prenez un cercle et trouvez-y de rayons inégaux. Vous allez voir que le cercle, il vous résiste vachement. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre n'importe quel objet mathématique, il a des propriétés. Il a des propriétés. Ces propriétés, elles ont une réalité, on aurait presque envie de dire, certes, elles n'existent pas, mais elles insistent. Elles insistent. C'est-à-dire qu'elles sont là avec insistance et elles créent une résistance de l'objet. Faites pas ce que vous voulez d'un cercle. Si vous déployez suffisamment de force, si vous avez suffisamment de puissance physique, vous pouvez pulvériser une dalle de schiste, de calcaire ou de granit. Mais vous ne pouvez pas pulvériser un triangle de façon à lui faire perdre ses propriétés. Ça résiste. Et ça résiste, ça fait même plus que résister, ça produit. Ça produit ses propriétés. Voilà ce que nous dit Spinoza. Ça produit ses propriétés dans l'ordre intellectuel de la pensée, comme un objet, qu'il soit triangulaire ou pas, physique, un corps produit ses propriétés, ou produit ses effets dans l'ordre physique. Si je pose un gros caillou sur ce bureau, ça va déformer ce bureau, ça va peut-être faire plier les pieds, il va exercer ses effets sur le mode physique de la causalité, qui est bien connu de nous tous. Eh bien, ça se passe de la même façon dans l'ordre intellectuel, où les causes produisent leurs effets. Les natures produisent leurs effets. Alors, ça se passe de la même façon, comme je viens de le montrer, dans le désir, et ça se passe de façon nécessaire. Et évidemment, ça c'est le terme important dans ce chapitre 1 aussi. Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, suivent de la nécessité de notre nature, de la nécessité de notre nature. C'est-à-dire que notre nature engendre nécessairement, ne peut pas ne pas engendrer, ne peut pas produire autre chose que les désirs que produit cette nature, étant donné ce qu'elle est à tel moment de son existence. C'est ça que nous dit Spinoza, de la même façon que c'est nécessairement, au sens que les philosophes donnent à ce mot. Ça veut dire ce qui ne peut pas ne pas être. Le triangle ne peut pas ne pas avoir trois côtés. Il ne peut pas ne pas avoir le plus grand côté opposé au plus grand angle. C'est ça que veut dire cette idée de nécessité. Alors, évidemment, on va dire, mais quand même, c'est quand même curieux, parce que nous ne sommes pas quand même toujours en situation de désirer. J'y reviens, j'ai fait cette observation. Nous ne sommes pas toujours en situation de désirer, je dirais, dans la perspective de notre puissance. Mais souvent, au contraire, nous avons l'impression que notre désir s'oriente d'une façon, se définit d'une façon, choisit des objets tels que, c'est plutôt son impuissance, notre impuissance qu'il traduit. Par exemple, c'est l'expérience de la tentation. Voilà, vous avez une tentation, vous n'arrivez pas à résister à la tentation. Voilà. La tentation, c'est ce qui, par définition, la tentation, c'est ce qui appelle une résistance. Alors, on résiste ou on ne résiste pas, mais très souvent, nous ne résistons pas. Et là, nous sentons notre désir comme l'expression d'une faiblesse. Lorsque, par exemple, nous désirons un truc dont nous savons parfaitement qu'il est inutile, qu'il ne nous est imposé que par la mode, qu'il est coûteux, qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à se procurer pour le même prix, mais, ah merde, j'ai envie de ce truc-là quand même. Bon, eh bien, là, je vis le désir comme une expérience de faiblesse. Hein. Nous avons tous vécu des désirs de tous ordres de cette façon-là. C'est vrai du désir, par exemple, d'aller se promener plutôt que de travailler. Quand j'ai désir d'aller me promener plutôt que de travailler, alors j'ai du travail, des copies à corriger, par exemple, un cours à préparer, ou tout simplement, je sais pas, la haie à tailler, ou le gazon à tondre. Je sens bien que ce désir, il traduit en moi quelque chose d'une faiblesse. C'est vrai aussi assez souvent du désir sexuel, par exemple. Donc je me dis, finalement, si je suis en proie à ce désir, c'est plutôt par un côté de moi-même que je considère comme, comme affaibli. Voilà, je suis saisi par ce désir. Eh bien, ce que nous dit Spinoza, c'est que quand vous avez l'impression que le désir que vous vivez, que vous éprouvez, est subi sur le mode de la faiblesse, ça veut dire que c'est pas vous.
c'est pas vous. C'est pas votre force, c'est pas votre puissance, donc ce n'est pas votre nature, donc c'est pas vous. C'est autre chose. C'est autre chose. Un petit peu comme, si vous voulez, par exemple, vous apprenez que telle ou telle personne que vous connaissez bien a réagi dans telle ou telle situation d'une façon qui vous déçoit. Un copain vient vous voir et vous dit, tu sais, hier, je l'ai rencontré hier, on a discuté ensemble, bon, eh ben, il est parti en claquant la porte en me disant, t'es un sale con, je veux plus te voir. Bon. Vous dites, oh, c'est pas lui ça. C'est pas lui ça. Je le connais bien quand même, c'est pas lui. Bon, si tu as traité de sale con, c'est pas lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait que justement, il n'était pas tout à fait dans son assiette. C'est-à-dire, il n'était pas tout à fait en lui-même. Il ne reposait pas en lui-même. Il avait été plus ou moins déplacé. Oh, t'es sûr si t'as fait ça, si t'as dit ça, t'es sûr que tu lui avais pas dit, toi, un truc qu'il avait, par exemple, poussé vers ça? Est-ce que t'es sûr que, par exemple, il n'avait pas, je sais pas, reçu la veille une très mauvaise nouvelle, comme par exemple, je sais pas, il a peut-être appris que son entreprise allait être l'objet d'un plan de licenciement, il a peut-être appris que, je sais pas, moi, que quelqu'un l'avait trahi, etc. Non, après tout, c'est-à-dire que peut-être que c'était pas vraiment lui. C'était pas vraiment lui. Alors, avant d'aller plus loin, parce que bien sûr, nous arrivons bientôt au moment où il va être question de l'autre nature, à savoir la nature, c'est-à-dire le Dieu nature, parce que c'est de là, en effet, que peuvent venir les choses qui vont me déterminer à désirer quelque chose, je dirais, dans une logique qui n'est plus celle de ma nature, à moi, de mon essence propre. La nature qui est peuplée d'une infinité d'individus qui ont tous leur essence, tous leur puissance, et dont la puissance s'exerce aussi sur moi, comme ma puissance s'exerce sur eux. Et la puissance que ces autres exercent sur moi, elle va faire que je serai moins moi-même, elle peut faire, elle ne va pas nécessairement faire, mais elle peut faire que je sois moins moi-même, et que par conséquent naissent en moi des désirs qui n'expriment plus ça, mais qui expriment autre chose. Avant d'aller plus loin, et avant de venir à ce point, que je pourrais traiter beaucoup plus rapidement que le précédent, je voudrais lire une application de ce qui vient d'être dit dans l'ordre esthétique. Et vous montrer ce que signifie cette idée de la nature d'un être, de l'essence d'un être comme puissance, à partir d'une analyse esthétique, celle que propose Alain, à propos, c'est le titre du propos d'Alain, dont je vais tirer ce passage, la beauté des formes vivantes. Je mettrai ce texte sur le blog, évidemment. Le propos s'intitule « La beauté des formes vivantes ». Il date du 1er mars 1930. 1er mars 1930. Et vous le trouverez dans le volume, le tome 1 du volume de la Pléiade. Il y a 2 volumes dans la bibliothèque de la Pléiade consacrés aux propos d'Alain. Alors, je ne lis que des brefs fragments de ce propos qui tient en presque 2 pages. Un chat mouillé est laid. C'est que la forme animale, qui dresse et range si bien jusqu'au poil, est ici vaincue par une cause extérieure. Toute déformation est laide, toute mutilation est laide. Nous jugeons belle, au contraire, une forme vivante qui n'a point cédé et qui se termine selon sa propre loi. Qui se termine selon sa propre loi, c'est-à-dire selon la loi de sa propre nature. Je répète cette phrase. Nous jugeons belle, au contraire, une forme vivante qui n'a point cédé et qui se termine selon sa propre loi. Qui se termine, entendez, qui s'achève. Plus qui se termine, qui cesse, qui s'achève. Qui s'achève, qui arrive à son terme, et qui arrive à son terme en tant que ce terme représente sa perfection, le degré supérieur de sa perfection, de sa puissance. L'art égyptien, il faudra que vous regardiez en sortant dans la vitrine qui borde le cloître, juste avant de tourner à droite vers la porte de sortie. Parce que vous avez ça y est. Malheureusement, la reproduction est un petit peu faiblarde, je l'avoue, mais enfin, vous aurez une représentation de ça. L'art égyptien nous a laissé des têtes d'éperviers qui sont admirables. Admirables par une évidente victoire de la structure sur l'accident. Une évidente victoire de la structure sur l'accident.
par structure, n'entendait rien d'autre que nature, mais en ajoutant quand même à l'idée de structure, qui est une idée statique, qui est une idée, je dirais, immobile, en ajoutant à l'idée de structure l'idée dynamique d'un mouvement d'accomplissement, à savoir du conatus. L'art égyptien nous a laissé des têtes d'éperviers qui sont admirables, admirables par une évidente victoire de la structure sur l'accident. Le sculpteur a saisi cette puissance affirmative de l'animal. Cette puissance affirmative, ça veut dire actuelle, en acte, cette puissance affirmative de l'animal, et il l'a traduit dans la pierre ou le bronze mieux que l'animal même ne peut le faire. Mieux que l'animal même ne peut le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, une analyse qu'on va retrouver par exemple chez Schopenhauer, dans son analyse de l'art, qui va nous dire, mais qu'est-ce que fait l'art? L'art nous révèle l'essence des choses. Alors, sans doute essence ne veut pas dire tout à fait la même chose chez Schopenhauer et chez Spinoza, mais peu importe. L'art nous révèle l'essence des choses, c'est-à-dire que le lion, en tant qu'il est représenté par un artiste, sculpté ou peint, l'épervier ici, ou par exemple pour l'art égyptien d'autres animaux encore, eh bien, ces animaux, en tant qu'ils sont représentés par l'artiste, sont plus ces animaux que lorsqu'ils sont en chair et en os. Voilà. Ils sont mieux réalisés, mieux accomplis, leur puissance est mieux actualisée. Elle est rendue plus actuelle et plus présente dans l'œuvre d'art que dans l'animal, on va dire, à l'état de nature. Et c'est d'ailleurs ce qui fait dire à Hegel que l'art est supérieur à la nature. Hegel ne veut pas du tout dire que l'art c'est plus beau que la nature. Il ne vous dit pas qu'une œuvre d'art c'est plus beau qu'une œuvre naturelle. Hegel était très sensible à la beauté naturelle, pas à toutes les beautés naturelles. Hein. Les Alpes, ça le faisait chier. Il est allé voir l'Eiger, la Jungfrau et tout. C'est chiant, c'est toujours pareil. C'est des grosses masses de rochers, ça ne m'intéresse pas. Mais il était très sensible à la beauté des cascades, par exemple. Quand il a visité l'Oberland bernois, on a le journal de voyage de Hegel dans l'Oberland bernois. Il a beaucoup apprécié les cascades, et puis il aimait beaucoup les fleurs. Il était très sensible à la beauté des animaux. Il ne dit pas que l'art est plus beau que la nature. Il dit qu'il est supérieur spirituellement à la nature, parce qu'il va plus loin dans la connaissance même des êtres. Alors là, vous trouverez des analyses absolument superbes dans Le Monde comme volonté et comme représentation, au livre 3 de Schopenhauer. Le Monde comme volonté et représentation, c'est un livre difficile au début. Il faut sauter le début. Vous pouvez lire le livre 3, qui est consacré en grande partie à l'art, à la production artistique, et c'est ça que dit Schopenhauer. Je répète cette phrase. Le sculpteur a saisi cette puissance affirmative de l'animal, et il l'a traduit dans la pierre ou le bronze, mieux que l'animal même ne peut faire. Et je pourrais lire tout le propos parce qu'il est superbe, mais je ne lirai qu'une phrase qui est, enfin, peut-être la plus spinoziste de tout le propos. Et là, c'est là qu'on voit chez Alain le grand lecteur de Spinoza, même si Alain était un grand lecteur de tous les grands philosophes, et dans le grand, on va dire, combat de géants Descartes-Spinoza, Alain choisit finalement Descartes contre Spinoza. Mais c'est quelqu'un qui choisit Descartes contre Spinoza en ayant exploré, poussé, compris jusqu'au bout Spinoza lui-même. Et Alain écrit, et je rappelle qu'il s'agit toujours de beauté. Tout être est beau autant qu'il est lui. Tout être est beau autant qu'il est lui. La beauté d'un être est dans la manifestation, dans l'expression, de sa nature en tant que puissance. Alors, ce qui fait qu'évidemment, il y a d'autant moins de beauté que cette nature en tant que puissance va voir sa puissance affectée, contrariée, contrebattue par des éléments qui ne sont pas de lui, le monde extérieur. Alors, je mettrai l'intégralité du propos sur le blog, mais je veux quand même vous lire ce passage, parce que nous sommes assez nombreux ici à être concernés directement par ce dont il va être question maintenant. Alors, les signes de l'âge ne sont point beaux. Les signes de l'âge ne sont point beaux. Et là, vous avez de quoi réfuter une bonne fois pour toutes
enfin, ce qu'on entend souvent, mais si, vous êtes vieux, mais vous êtes très beau, vous verrez, enfin, non, au fond, un visage jeune, un corps jeune, tout ça c'est insignifiant, ça passera, on voit bien que... Tandis que la vieillesse, la sérénité, la sagesse, machin, blablabla, bon, on connaît ça. Alain va nous expliquer ce qu'il y a de vrai là-dedans, mais en nous disant que tout n'est pas vrai. Parce qu'effectivement, il y a de la puissance qui ne s'actualise et qui ne se réalise que dans la jeunesse. C'est vrai sur une multitude de plans, et sur le plan esthétique aussi. Mais il nous dit ceci. Les signes de l'âge ne sont point beaux, dès qu'ils sont les signes d'événements accumulés, ou si l'on veut, les sillons de l'expérience. Mais si le vieillissement se fait par durcissement intérieur, la forme vivante devenant statue et s'affirmant imperturbable, alors un vieillard peut être beau. Ces conditions sont indépendantes d'un canon de beauté, d'une règle liée à la culture, par exemple à une époque. Ces conditions sont indépendantes d'un canon de beauté. Bon, alors là, une phrase que je peux dire ici, parce qu'on est entre gens intelligents et qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, donc, mais enfin, qui ne serait pas intelligible partout pour tous. Un nègre impassible est beau. Bon, déjà, le mot nègre, bon, vous êtes déjà mal parti, mais c'est une époque où le mot nègre n'a pas de signification nécessairement péjorative. Un nègre impassible est beau. Un rire esclave est laid sur tout visage. Comprenez évidemment tout visage, même un visage de blanc. Un nègre impassible est beau, un rire esclave est laid sur tout visage. Pourquoi? Parce que le rire est toujours provoqué par un événement extérieur. Le rire est toujours une perturbation. Le rire est toujours une intrusion de quelque chose qui vient du dehors. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans le rire, rien de ma puissance ne s'exprime. Quelque chose s'exprime de ma puissance. Par exemple, parce que souvent une blague, il faut la piger. Et donc, vous faites une bonne blague, en face il est là, puis ah oui, quoi. Bon, ben, ça veut dire qu'il n'a pas la puissance en lui de comprendre votre blague. Donc dans le rire, il y a de la puissance aussi. Mais, je continue. Un nègre impassible est beau, un rire esclave est laid sur tout visage. Et là, c'est là que se trouve la phrase. Tout être est beau autant qu'il est lui. Tout être est beau autant qu'il est lui. Là, vous avez, si vous voulez, une illustration dans l'ordre esthétique de ce que veut dire, Spinoza. Alors, nos désirs, c'est-à-dire nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, peuvent être compris aussi. Alors, en tant que nous sommes une partie de la nature, partie qui ne peut être conçue adéquatement par elle-même, abstraction faite des autres individus. Alors, adéquatement, je vais passer, parce que c'est un adverbe ici et un terme adéquat, adéquation, adéquatement, tellement important dans la philosophie spinoziste, qu'il trouvera son explication dans le commentaire du chapitre 2, plus tard. Donc ça, pour l'instant, ça, c'est un mot que je mets au congélateur et que nous retrouverons après les vacances de Noël. Eh bien, nos désirs peuvent s'exprimer par leur cause prochaine, notre nature propre, mais aussi bien, en tant que nous sommes une partie de la nature, partie qui ne peut être conçue par elle-même, abstraction faite des autres individus. Ça veut dire que dans mes désirs, il y a, en effet, des désirs qui ont pour raison d'être, qui ont pour cause quelque chose qui n'est pas de moi, quelque chose qui vient du dehors. Et ça, nous le savons bien sûr. Ça veut dire que si par exemple, prenons un exemple assez traditionnel, je vous recommanderais volontiers la lecture de ce livre de René Girard qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. Mensonges romantiques et vérité romanesque, c'est un livre publié dans la collection Pluriel en poche. Mensonges romantiques et vérité romanesque. Tout ce livre est consacré à une thématique unique. Donc mensonges romantiques et vérité romanesque. Tout ce livre, au singulier tout ça, mensonges romantiques, vérité romanesque au singulier. Ce livre est consacré à une thématique unique qui est celle-ci. Comment notre désir est déterminé par les désirs des autres, pour le dire rapidement. Par le rapport des autres au désir, à leur propre désir, par le fait qu'ils possèdent ou ne possèdent pas ce qu'ils désirent, ce que nous désirons nous. Bref,
tout le livre est consacré à l'analyse d'une situation triangulaire. Moi, sujet désirant, l'autre, sujet désirant, et l'objet désiré. Bon. D'où, évidemment, envie, jalousie, haine et tout ce qui s'ensuit. Pas besoin de vous faire un dessin. Il n'est personne qui n'ait plus ou moins vécu ça. Alors, c'est un très beau livre, je dirais, à condition, pour en tirer vraiment tout le profit, il faut avoir une certaine culture, non pas philosophique, mais littéraire. Parce que toutes les analyses reposent sur, Cervantes, Stendhal, Proust, Dostoïevski, et il est fait constamment référence aux personnages, aux situations de ces romans, ce qui rend évidemment la lecture de ce livre un peu difficile à vous faire. Difficile, pas au sens où c'est un livre jargonnant ou qui aurait un vocabulaire très abscon, mais un livre quand même qui suppose une certaine culture littéraire, je répète. Eh bien, c'est évident que notre désir est souvent déterminé par ce qu'est le désir des autres, ce qu'ont les autres, ce qu'ils désirent. C'est très connu des économistes, ça, qui pensent, pour certains, ça c'est très discuté, mais enfin c'est une thèse qui existe dans l'économie, chez les économistes, dans la science économique, consiste à dire, faisons diminuer le niveau de vie, de luxe dans lequel vivent les plus riches, et ça fera diminuer l'intensité et le nombre des désirs qu'on conçoit juste à l'étage en dessous, par imitation des riches, et ainsi de suite, ça se propagera jusqu'en bas, et ce sera un bon moyen de faire un petit peu retomber la tension du désir, donc retomber la tension de la consommation, ce dont nous avons bien besoin aujourd'hui. Bon, c'est une thèse économique qui est sans doute discutable, et qui est d'ailleurs discutée, mais c'est l'idée de ce que Girard appelle le désir mimétique. Le désir mimétique. Et dans cette situation de désir mimétique, il est évident que mon désir est déterminé par ces individus qui, dans la nature, puisque la nature est constituée d'individus, j'expliquerai plus tard ce que c'est qu'un individu pour Spinoza, parce que c'est pas évident, mais dans cette nature constituée d'individus, il y a des individus qui ont le pouvoir, la puissance, par exemple sur le mode mimétique, mais pas seulement sur le mode mimétique, de déterminer mon désir. Une campagne publicitaire, c'est ça. Une campagne publicitaire, c'est ça, bien sûr. Hein. Y a des gens qui ont même pour projet, pour intention délibérée, d'orienter mes désirs et quelquefois même de les créer à partir de rien. Et dans ces cas-là, eh bien Spinoza va vous dire, vous croyez que c'est votre faiblesse en vous qui désire? Non. Pour alimenter le désir, pour nourrir le désir et pour servir de carburant au désir, il n'y a que la force, il n'y a que la puissance, il n'y a que ce qui est vraiment en vous, votre nature, à savoir votre tendance à persévérer dans votre être. L'effort par lequel que je retrouve la citation, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. N'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. Eh bien, il y a en effet des efforts, des désirs qui traduisent votre situation de faiblesse, mais dans ce cas-là, c'est votre situation qui est faible, c'est pas vous. Votre force s'exprime toujours dans la capacité de désirer, ça c'est sûr, votre force s'exprime toujours dans la capacité de désirer, dans le désir. Le désir lui-même exprime votre force, mais la condition dans laquelle ce désir est formé, et ces conditions, elles sont sociales, elles sont interindividuelles, elles sont politiques, elles sont alors de tous ordres, et la condition dans laquelle ce désir s'exerce, eh bien, fait qu'en effet, vos désirs sont déterminés, façonnés par quelque chose qui n'est pas vous, qui n'est pas votre puissance, et qui va faire que vous vivez le désir sur le mode du manque, avec tout ce qui va s'en suivre, dont la première conséquence est que un désir qui est vécu sur le mode du manque va se transformer immanquablement en situation de faiblesse. Vous désirez, vous êtes dans une situation de faiblesse. Ça veut dire que vous ne savez pas si votre désir sera ou ne sera pas satisfait. Vous ne pouvez pas complètement maîtriser la satisfaction du désir. Eh bien, ce qui vous attend, c'est deux choses qui sont une seule et même chose, c'est l'espérance et la crainte. Voilà. Je désire, mais je ne sais pas si ce désir sera satisfait. Et puis, de toute façon, il n'est pas en mon pouvoir, ne serait-ce que parce que c'est futur, il n'est pas en mon pouvoir de faire maintenant que ce désir soit satisfait. Alors qu'est-ce que je fais? J'espère. J'espère qu'il sera satisfait, ce qui veut dire que je crains, bien entendu. C'est pour ça que le désir et la crainte ne sont pas le contraire l'un de l'autre. C'est l'avers et le revers de la même médaille. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas craindre
qu'une tuile vous tombe sur la tête, sans espérer plutôt qu'elle tombe sur le copain. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas espérer que ce qui va tomber à l'examen, c'est ce que vous avez révisé, sans craindre que ça tombe sur ce sur quoi vous avez fait l'impasse. Et donc, espérance et crainte sont ce qui vous attend en situation d'impuissance. Alors là, oui, là, il y a de l'impuissance. Il y a de l'impuissance. Qu'est-ce que c'est que cette impuissance? C'est en effet le fait que votre potentia, par exemple, de connaissance, de compréhension, eh ben, ne trouve pas, compte tenu de la situation, moyen, matière à s'exercer. Et en effet, votre situation est une situation de faiblesse. Spinoza va dire même servitude. Vous êtes dans une situation de servitude. Mais vous êtes asservi par une multitude de facteurs, de ces individus qui composent, qui peuplent la nature. Voilà, ce qui veut dire que, au fond, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que lorsque nous désirons, finalement, c'est toujours nous qui désirons, c'est toujours ce qu'il y a de puissance en nous qui désire, mais dans des conditions telles que cette puissance ne trouve pas toujours possibilité de s'exercer, elle ne trouve pas de débouché. Il y a des situations dans lesquelles notre puissance ne peut pas trouver de débouché. Voilà, alors, je vous donne rendez-vous, non sans vous avoir souhaité d'heureuses fêtes et un joyeux Noël, je vous donne rendez-vous